on est entre pneumologue et radiologue. C'est bien d'échanger. Au fait, on fera deux parties. Une partie théorique, d'accord, pour introduire les bases, l'aspect normal du thorax en échographie. Ensuite, on verra les situations pathologiques les plus fréquentes. Et surtout, on passera à la pratique par la suite. On a la chance d'avoir des volontaires, on essaiera de faire un peu de pratique. Et puis voilà, vous pouvez vous poser toutes les questions que vous avez en tête, côté aussi bien théorique que pratique. Donc sans plus tarder, je passe la parole à mon ami professeur Bob, je te laisse introduire. Merci beaucoup, professeur Flavie. C'est là que je suis très marqué. Je vais vous introduire l'échographie thoracique. On va voir d'abord le matériel, l'échographie, les différents centres, les différentes techniques et l'aspect normal, c'est-à-dire les artefacts qu'on va pouvoir utiliser pour interpréter justement cette échographie thoracique. Donc, en guise d'introduction, vous savez tous que l'échographie a été écrite dès la moitié du XXe siècle, en 1968. Elle a connu un essor dans les années 2000, grâce aux travaux du réanimateur connu, M. Lichtenstein, et du radiologue M. Girard. Et puis après, elle a connu un essor, un développement en 2010 dans le domaine d'urgence, notamment la radiothorax. Une peu de détresse, je veux dire, de qualité satisfaisante, qui peut être insuffisante. Et le scanner d'accès difficile. Alors, le terme échographie thoracique va sous-tendre plusieurs compartiments. Vous avez le poumon, bien évidemment, vous avez la paroi, le plexus, le médiastin avec le cœur, et ça va impliquer nombreuses spécialités. Vous avez les cardiologues qui vont s'y mettre, les pneumologues, bien évidemment, les réanimateurs, les dentistes, les pédiatres également, et bien évidemment les radiologues. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette échographie thoracique? Les intérêts sont multiples. D'abord, c'est une technique, vous savez, c'est une technique qui est non invasive et économique, il est facile de réalisation. C'est un outil diagnostique et rapide, que ce soit en hôpital, au niveau de l'hôpital, en extra-hospitalier, en cabinet, il est mobilisable, ce qui est très important. Elle est réalisée en temps réel, elle est statique. On va faire une étude qui est statique et dynamique. Elle permet de surveiller, de monitorer les malades en réanimation et ça permet de réaliser des gestes de radiologie interventionnelle, notamment tout ce qui concerne la ponction des pleurésies et également la ponction des masses pulmonaires médiastinales par l'état des graves. Alors, les indications, on a dit qu'il y a plusieurs indications. Il y a des indications urgentes où l'échographie suffit amplement, pas besoin de faire d'autres examens. Il y a des indications où l'échographie va orienter les examens ultérieurs, comme le scanner ou l'IRM, pour caractériser par exemple une masse. Ou il y a d'autres indications où l'échographie va compléter par exemple un scanner pour caractériser une masse, que ce soit de nature solide ou liquide. Alors, le plan de ce cours va être le suivant. D'abord, on va voir le matériel rapidement, la technique d'examen, on va détailler la sémiologie normale, et on va voir les limites de l'examen échographique. Avant de enchaîner par quelques exemples de pathologie. Alors, pour ce qui est du matériel, il va falloir avoir soit un échographe fixe comme celui-là, de bonne qualité, d'allumage rapide, soit un échographe portatif ou ultra portatif. Là, vous aurez besoin de 3 types de sondes, idéalement 3. Vous pouvez avoir 2 sondes. Une sonde convexe ou profonde, une sonde linéaire, superficielle, une sonde sectorielle quand vous allez analyser les cavités cardiaques ou l'espace intercostal. Là, vous avez d'autres matériaux. Là, c'est des matériels, c'est des échographes qui sont ultra portatifs, ultra sophistiqués. Nous, au service, on a commencé à utiliser récemment ce centre qui est sans fil, qui est maniable et facile d'utilisation. Alors, la technique d'examen, on a dit que vous avez des fréquences de sonde avec des fréquences qui sont de haute fréquence pour la sonde superficielle, comme celle-là, et des sondes de basse fréquence pour des fréquences qui sont basses, pour ce qu'on appelle les sondes convexes ou les sondes profondes. Vous avez 2 modes généralement, le mode P, ou le mode bidimensionnel, ou le mode de fréquence, c'est le mode anatomique, et le mode TM, ou le mode temps-mouvement, grâce auquel on va analyser le diaphragme, par exemple, on va analyser le thorax.
tout ça, on va le voir par la suite. Les réglages, vous n'aurez besoin que de boutons, généralement, de boutons de la profondeur pour régler la profondeur et pour régler le contraste de l'image. Alors, on a dit le choix de la sonde et de la fréquence de la sonde, ça dépend de la pathologie à explorer. Donc, vous avez la sonde profonde de 3,5 MHz avec du ratio P augmenté. On va pouvoir explorer, par exemple, le thoracique. On va également explorer la cavité abdominale et les cavités cardiaques. On va pouvoir également explorer le diaphragme. Tout ça, on va le voir dans les exemples. La sonde superficielle, surtout pour rechercher un pneumothorax. Et grâce au P, on va également rechercher d'autres anomalies parétales, comme par exemple les tumeurs. Là, vous avez sur ce diagramme les différentes indications des anomalies grâce auxquelles on va choisir la sonde appropriée. Je vous laisse voilà. Et après, avant de passer à la sémiologie, il y a deux points importants à savoir. D'abord, c'est que le thorax est un lieu de mélange air-poumon, ça veut dire que l'air est monté, on définit toujours ça, et tout ce qui est liquidé en quelque sorte va descendre. Le poumon, c'est un organe qui est volumineux, c'est 1500 cm3, donc on ne va pas pouvoir analyser tout le poumon. Donc il va falloir définir des zones à explorer. Avant d'attaquer les zones à explorer, il est important, bien sûr, d'installer le malade. Vous avez les différentes positions de décubitus dorsale. Vous avez, si le malade présente une détresse respiratoire, la possibilité de faire l'échographie en position assise, que ce soit en couple ici intercostal, axial ou en couple longitudinal. Également, chose importante, c'est l'ergonomie quand vous faites l'échographie. Il faut que l'écran du patient et le patient soit dans la même axe de vision. Et là, on passe aux zones à explorer. Là, vous avez des repères ou des lignes à savoir. Vous avez la première ligne ici schématisée, c'est la ligne parasternale. Vous avez une ligne parasternale droite, une ligne parasternale de gauche, qui va séparer les deux hémithorax en deux zones. Une zone, ce qu'on appelle R, c'est-à-dire right, et L left, une zone R1 supérieure, une zone R2 inférieure. Donc quatre zones au niveau de la paroi thoracique antérieure. Vous avez la ligne axillaire antérieure qui va délimiter les deux zones R4 et R3 de deux côtés, et vous avez les six autres lignes qui restent pour la paroi thoracique parietal. Là, vous avez par exemple la zone 5 ici, que ce soit voilà, ici sur le décubitus ventral, c'est-à-dire chez un patient assis ou chez un patient assis, vous pouvez justement rechercher le pleurisé à ce niveau-là. Vous avez la zone 1 chez un patient assis 45, ici par exemple, que ce soit L1 ou R1, vous pouvez analyser les épanchements artériques, et également la zone 30 du décubitus latéral, sur à droite ou à gauche. Là, schématisé sur un malade, vous avez les 14 zones différentes. Trois points basiques, si vous avez un malade qui est dyspnique, si vous êtes en besoin d'urgence, 3 points minimum à explorer. Donc là, vous avez la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Il va falloir explorer systématiquement ces points-là. On ne va pas passer à côté de la pathologie. Avant de voir la sémiologie, une chose qui est importante est donnez, je vais vous montrer ce que donne ce scanner. Voilà. Donc, le scanner du 6 du 7, on va le faire à lavage, parce qu'on a une idée. À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les maisons immobilières? Donc, c'est les constructions. Des nodules, des masses, des condensations. Des condensations. Faites topographie. Sous-pleural, péribroncovasculaire. Magnifiquement péribroncovasculaire avec un bronchogramme. Quand on voit ça chez quelqu'un sous immunothérapie, on pense à quoi? On pense à une pneumonie d'auto-immune. C'est l'expression la plus fréquente. Il y en a d'autres. On peut donner des données, des personnes qui plein de choses. La manifestation la plus importante de la pneumonie d'auto-immune, c'est la pneumonie organisée, qui va donc la patiente Restez concentrés, c'est pas le scanner. Préalable à savoir, c'est les constructeurs élémentaires de la paroi thoracique. Vous avez l'os qui va se manifester de façon hyperacogène et qui va donner un contour postérieur. Ici, vous avez l'os qui va être visible sous forme d'un croissant hyperacogène avec un contour postérieur pur. Si vous avez une structure liquidienne, il va apparaître anépogène, c'est-à-dire noir sur l'échographie avec un renforcement postérieur. L'air également, il va apparaître hyperacogène, mais cette fois avec un contour qui est pur. Et tu trouves ça différente, c'est-à-dire graisse, muscle. Donc la graisse est plutôt échogène et le muscle est plutôt hypoéchogène. Là, vous avez quelques exemples. Ici, vous avez
là, vous avez une structure qui est purement liquidienne, c'est-à-dire plutôt un kyste avec un aspect qui est anécogène, avec un renforcement postérieur. Vous avez le pont d'ombre des côtes ici, vous avez l'espace intercostal avec les côtes, l'espace intercostal ici, et vous avez ce pont d'ombre postérieur. Là également, vous avez ces artefacts, on va voir tout ça tout à l'heure, ces artefacts de répétition ou de réverbération. Ce sont des artefacts de répétition de cette interface pleurale. Et également, il faut faire attention, une image piège, quand vous allez analyser les poumons, surtout au niveau des bases, faites gaffe aux artefacts au miroir. Donc vous avez par exemple ici cette image d'angiométatique au niveau du segment 7 qui va être dupliqué de part et d'autre du diaphragme qui est une interface très réfléchissée. Également, vous avez les artefacts en pectoraux, donc vous avez les yeux ici comme analysés. On a tendance à prendre ces artefacts en pectoraux pour diminuer les. Tout ça, on va le voir par la suite. Donc la sémiologie, il faut savoir que c'est une sémiologie qui va partir de cette ligne pleurale. C'est quoi la ligne pleurale? En fait, c'est la pèbre pariétale viscérale. Vous voyez ici schématisé sur cette image ici. Tout ce qui est là, c'est le reflet de cette ligne pleurale. Vous voyez les lignes A, pardon. Alors, comme sur cette coupe longitudinale, où on voit très bien, ici vous avez les côtes, avec leur cambre postérieure, vous avez les parties molles avec le muscle intercostal, la graisse extrapleurale, et cette ligne pleurale hyper épogène qui traduit la surface pulmonaire. Donc l'ensemble donnant cette image très caractéristique, rappelant cet aspect en chauve-souris et cet aspect en Pac-Man 5. Une autre. Donc, autre chose, autre principe aussi important dans l'analyse sémiologique est que le poumon est un organe qui est dynamique, qu'il faudra explorer bien évidemment en temps réel, soit par le monde T, soit par le monde T. Vous avez ici le monde T. Et on va poser le curseur au niveau de la ligne pleurale, on va voir que on va avoir cet aspect en bord de mer. C'est quoi cet aspect en bord de mer? Vous avez les structures qui sont inertes, c'est-à-dire la paroi, ici qui va donner cet aspect de ligne en corde barre, et vous avez tout le poumon également, toute la partie ici pulmonaire qui va donner cet aspect en quelque sorte sableux, ici qui va falloir bien garder à l'esprit. Donc là c'est le poumon, tout ce qui est sableux c'est le poumon, tout ce qui est corde barre c'est la paroi parce que c'est figé, c'est pas bon. Alors les artefacts, il faut les considérer comme une source d'information clinique à part entière. Pourquoi? Parce que à partir de ces artefacts-là, une sémiologie a été décrite, basée sur des lignes numérotées par ordre alphabétique. Donc il y a essentiellement des lignes qui sont horizontales, il y a également des lignes qui sont verticales. Donc avec les lignes A et P qui sont les plus utilisées en pratique, qui définissent réellement cette sémiologie échographique. Donc à partir de cette sémiologie, le normal peut être établi à travers ces trois signes, c'est-à-dire le signe de la ligne pleurale, le signe du glissement pleural et les lignes A. Tout ça, on va le voir dans les diapos qui suivent. Alors il va falloir savoir que cette sémiologie est à la fois statique et dynamique. Statique d'abord, c'est quoi? Ce sont les artefacts qu'on va nommer par ordre alphabétique, les lignes A, les lignes P et les lignes E. Ce sont des lignes qui sont des diagnostics différentiels, c'est-à-dire les diagnostics différentiels par rapport aux lignes A. Tout ça, on va le voir sur les exemples. Alors, c'est quoi une ligne A? Une ligne A va découler du fait que l'onde ultrasonore, cette onde ultrasonore, donc, va arriver sur un territoire qui est là, qui est la surface pleuropulmonaire, qui est totalement réfléchissante. Elle va faire des mouvements de va-et-vient, et qui sont à l'horizontale, donc au sein de ce brouillard, justement, en quelque sorte de l'air pulmonaire. Vous avez ici, sur cette courbe échographique, ces lignes A, la ligne pleurale, et vous avez ces lignes A horizontales qui vont partir de cette ligne pleurale et qui vont se répéter donc, de façon à équidistance. Donc c'est ce qu'on appelle les lignes A. Et ces lignes sont fondamentales. Pourquoi elles sont fondamentales? Parce que c'est elles qui vont nous dire que le poumon il est à la paroi. D'accord? Donc le présente en quelque sorte va éliminer un épanchement pleural par exemple. Alors on passe maintenant aux lignes P.
ou les lignes en queue de comète, c'est quoi? Ce sont des lignes dans la direction des particulières, parce qu'elles se voient plus vers la base du poumon, quelques-unes seulement, et sous forme d'un artefact hyperéchogène qui est vertical, bien défini. Et ils vont débuter au niveau de la ligne pleurale, qui naît du feuillet viscéral et dont la présence négativera ou négativée un pneumothorax. Ces queues de comète effacent les lignes A, c'est une caractéristique, et traversent tout l'écran, d'où le nom de laser ou de ligne en fusée, et qui vont en même temps se déplacer avec les mouvements respiratoires. Alors, là, vous avez des exemples ici, les lignes B sur une sonde superficielle et là sur une sonde profonde. Donc, on les voit sous forme de petits artefacts ici, vous voyez, qu'on appelle queue de comète. Elles sont rares généralement et on les voit surtout avec les sondes superficielles. Donc, les sondes profondes également, on peut les voir, mais c'est très rarement. Surtout, on les voit surtout au niveau des bases et on les voit quasiment jamais au niveau de l'appareil thoracique antérieur. Alors, on a parlé tout à l'heure des lignes AB, et on a dit que les lignes E, c'est un diagnostic différentiel des lignes A, E comme emphysème. Donc, les lignes E, c'est l'emphysème pariétal. C'est des queues de comète, mais sans signe de la chauve-souris. Tout à l'heure, on a dit que la normalité, c'est d'avoir le signe de la chauve-souris, c'est-à-dire les côtes avec les gonds d'or et l'espace intercostal. Là, bien évidemment, on ne voit pas ce signe de chauve-souris, donc il ne faut pas les confondre avec les lignes, justement, les lignes. Alors, c'est quoi le signe? Là, on a parlé de la sémiologie statique. On va passer à la sémiologie dynamique. C'est quoi le signe de glissement pleural? C'est un signe majeur de normalité et qui se voit surtout sous forme de scintillement au niveau de la ligne pleurale et qui reflète le mouvement respiratoire crânio-caudal du poumon. Ceci, on va bien évidemment l'objectiver en mode P, mais également en mode TM. Il est maximal au niveau des bases et faible au niveau des sommets. Et c'est un signe intéressant pour différencier entre, comme tout à l'heure, on dit, entre une bulle d'emphysème et un pneumothorax. Pourquoi? Quand vous avez une bulle géante d'emphysème sur la du thorax, vous posez la sonde et vous allez faire la différence. C'est quoi la différence? Si vous avez un emphysème, il y aura un glissement, sinon c'est un pneumothorax, il n'y aura pas justement de glissement pleural. Là, quelques exemples. Ici, vous avez cette coupe longitudinale. Et également ici sur cette coupe axiale, on voit très bien ce glissement, ce scintillement de haut en bas, donc qui témoigne de la normalité de l'examen. Alors, si on va récapituler ou résumer, cette sémiologie va être basée sur les artefacts, comme on a dit, l'aspect normal en statique en dynamique. Vous devez avoir ces éléments. D'abord, le signe de la chauve-souris, les lignes A, les lignes P, peu fréquentes, surtout au niveau basal, jamais ou quasiment jamais au niveau de la paroi thoracique antérieure. Les lignes A, ce sont les lignes de répétition, de réverbération, et le glissement pleural, que ce soit en mode P, comme on vient de le voir, ou en mode T. Alors, les limites, bien évidemment, toute technique a des limites. Donc, les limites de cet examen, c'est quand vous allez explorer des patients qui sont mauvais avec un panicule adipeux qui est consistant, donc vous n'allez pas pouvoir analyser en profondeur. Quand vous avez des malades en réanimation avec de larges pansements, des draps pleuraux, c'est très difficile de les examiner également. L'emphysème pariétal, dont on vient de le voir, il va nous cacher tout le poumon. Les lésions pulmonaires centrales, on ne va pas pouvoir les analyser. Et également la défaillance respiratoire avec un tirage important. Donc on ne peut pas, même les trois points de poumon, on ne peut pas les analyser de façon adéquate. Et je vous remercie. Sa place, notamment auprès des pneumologues, parce que nous travaillons sur un organe par excellence vitale. Vous savez, sans respiration, il n'y a rien. On peut s'arrêter de manger, mais on ne peut pas s'arrêter de respirer. C'est une source principale d'énergie. Donc la défaillance de cet organe peut causer la mort, peut causer des défaillances multiviscérales. Donc il est important d'explorer rapidement et efficacement. Alors l'exploration du poumon, comme on nous l'a appris, c'est d'abord la clinique. Dans l'extension de la clinique, la radiographie standard. Et comme base, nous avons le scanner thoracique, mais on n'a pas toujours accès au scanner. Par contre, l'écho est une méthode qui est intéressante puisqu'on peut l'amener au lit du patient. Ça, c'est un point très fort.
C'est une méthode facile en apprentissage, très pratique et puis surtout la moins d'inconvénients, non irradiante, répétitive, etc. Et puis surtout non invasive aussi. Alors, elle aide à diagnostiquer les principales atteintes thoraciques. Donc, comme l'a dit mon ami, ce n'est pas une écho pulmonaire. Comme on refuse d'entendre radio pulmonaire, on refuse l'écho pulmonaire, puisqu'il y a la paroi, le diaphragme et j'en passe. Elle guide également à faire des prélèvements. Et puis, elle limite aussi d'alourdir. Vous connaissez les fameux dossiers avec une tonne de scanner, de radio, etc. Ben, écoutez, l'écho, c'est beaucoup plus simple. Elle a des utilisations variables chez le patient stable, mais aussi chez le patient instable. Et en réanimation, elle peut rendre énormément service et les réanimateurs peuvent en témoigner. Donc les principes généraux, moi je vais passer. Maintenant, vous avez tout le bagage nécessaire. Ce qu'il faut, c'est, on a dit, une sonde convexe, c'est la base. Si vous avez une linéaire, c'est tant mieux. Et l'image que vous aurez, le backside, ça pose des codes. Donc vous aurez toujours un obstacle, une fenêtre, un obstacle, une fenêtre. C'est ce qui donnera cette image. Et quand vous voulez mieux explorer, affranchissez-vous des codes et vous avez une meilleure approche du poumon. Alors, le poumon, donc maintenant vous savez les lignes de base, je vais passer. C'est un outil qui nous permet également d'avoir une étude dynamique du poumon, c'est très intéressant. Et donc, dans Ah, ça passe pas en fait. Bon, avec les sondes linéaires, c'est quand vous voulez plus de précision, quand vous êtes vraiment superficiel. Et l'écho et la sonde convexe ou profonde, c'est pour aller en profondeur justement. Et voilà, donc c'est le point fort. Et puisque le poumon est considéré comme un organe profond, c'est plutôt la profonde qui reste la base. Et puis pour mieux étudier la mobilité, donc le mode TM. Et le grand apport de l'échographie, qui a été longtemps sous-estimé, c'est d'étudier le muscle inspiratoire principal. Moi je dirais le muscle respiratoire. Toute pathologie qui va toucher le diaphragme risque de menacer le pronostic vital. Et on en sait tous quelque chose. Et quand on étudie le diaphragme, qu'est-ce qu'on fait? La clinique, les explorations, aussi sophistiquées soient-elles, mais c'est toujours indirect, exploration invasive, eh bien l'écho nous permet de voir et d'évaluer la fonction du diaphragme, ce muscle si important. Donc on va attaquer les situations pathologiques les plus fréquentes et on va commencer par la pleurésie. Et je vous montre que ce n'est pas une histoire récente. D'ailleurs, nos prédécesseurs, regardez une publication de 1945, on n'a fait qu'améliorer. Ils ont tout le mérite de nous avoir fait découvrir cette méthode, bien qu'on ait longtemps dit que l'air est l'ennemi de l'écho. Et bien, avec les artefacts, on connaît maintenant le normal et l'anormal. Donc, la pleurésie, c'est cette collection anéchogène. C'est du liquide. Les échos passent, il n'y a aucun obstacle. Donc, ça va être une image noire, d'accord? Et puis, on verra les particularités de celle-ci. Je rappelle juste que l'écho a une très bonne spécificité qui dépasse les scanners en matière de pleurésie. En plus, c'est un examen qu'on peut faire au lit du malade. Vous savez, quand on a un malade allongé, notamment en réanimation, et il est en détresse respiratoire, vous savez, vous pouvez trouver une pathologie, agir rapidement, comme drainer, ponctionner et sauver le malade. Quand vous faites une radio, malheureusement, par exemple, pour l'air, il va monter. Et puis, vous avez une superposition d'images. C'est souvent insuffisant. Et les scanners ne sont pas toujours faciles à avoir. Donc, l'échographie reste le meilleur examen dans ces situations. En plus, l'écho permet de ponctionner les tout petits épanchements et ça règle beaucoup de situations pathologiques. Vous savez, 20 cc, imaginez la petite seringue, 20 cc. Et 20 cc, c'est l'équivalent de 100 cc qui constitue le comblement du cul-de-sac à la radiographie thoracique. Alors, quand chercher une pleurésie précisément, soit dans un contexte de polytraumatisme, soit devant toute dyspnée, soit devant une opacité, déjà une anomalie radiologique et vous voulez mieux étayer cette anomalie quand vous doutez, soit devant un hémithorax opaque et vous ne savez pas ce que c'est réellement. Donc la pleurésie peut être un premier pas vers le diagnostic. On utilisera le mode B. Le mode M a quelques indications, je vous montrerai à la fin. Et la convexe reste la sonde de base, mais la linéaire est très intéressante pour les toutes faibles abondances. Alors quand on cherche une échographie, en matière une pleurésie, en matière d'échographie, toujours chercher le diaphragme. Vous perdez où est le diaphragme. Les pneumologues connaissent cette notion de repère. En bronchoscopie, des fois on se perd. Carène, en écho, diaphragme. Et on choisira pour nous pneumologues souvent un patient assis, d'accord, en position assise, toujours en se rappelant que le liquide va aller en bas et que l'air va monter en haut. Ce sont des principes de physique simples.
mais des fois vous êtes amené à avoir un patient très fatigué au lit, les patients de soins intensifs et de réanimation, donc vous allez garder les mêmes bases et explorer le malade avec ces bases. Toujours aller chercher le liquide dans la déclivité. Alors c'est quoi l'image? Voici l'image de base pour une pleurésie de moyenne abondance. J'avais entendu un jour un terme plutôt qui m'avait plu. Et voilà, c'est pas un terme très courant, mais il est très parlant. C'est l'image. Écoutez, l'image, elle est faite de quoi? Elle est faite du noir du liquide et elle est faite des autres structures adjacentes. Alors, qu'est-ce que vous repérez maintenant, d'après vous? Qu'est-ce qu'on cherche en premier? Est-ce que vous le repérez? Oui. On n'a pas de pointeur. Je mets avec la... Ah non, je l'ai pas. Sur la dépôt. Ah. Super, alors. Voilà, super. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que le diaphragme est bien là? Pourquoi vous le voyez bien? Parce qu'il y a le signe de l'interface. Vous avez quand même une structure liquide qui vous le dessine bien. C'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'on trouve plus bas ici? Le bas, c'est la droite. D'accord? C'est votre droite. C'est quoi plus bas? C'est le foie ou la rate. D'accord? Et plus haut, c'est le thorax. Donc, le noir, c'est forcément le liquide. Et qu'est-ce qui va baigner dans le liquide? Le poumon que voici. Le poumon, c'est de l'air, et l'air, c'est blanc en échographie. Très bien. Alors, voilà. Maintenant, juste pour rappeler pourquoi cette image. Parce que des fois, les gens peuvent se perdre, surtout pour ceux qui vont être à peine initiés à l'échographie. C'est que normalement, le patient, il est assis. Okay? Et votre sonde, elle est quand même à la verticale. Sauf que l'échographe vous donne une image qui est inversée. D'accord? Donc, normalement, ça devait être ça. Donc, vous avez ici la sonde, vous avez le diaphragme, c'est l'image thoracique au fait, donc l'abdomen et le thorax. Mais quand ça va tourner, vous allez toujours vous rappeler que le bas, c'est votre droite. Donc, vous allez avoir le diaphragme, et puis au-dessus du diaphragme, vous avez l'épanchement. Ici, comment vous parlez le poumon? Pas si normal que ça. On va arriver au poumon tout à l'heure. Très bien. Alors, ici, on a une autre image. Donc, vous voyez un peu ici la racine du diaphragme. On n'a pas toute l'image parce que l'écho, ça bouge. Et quand vous vous perdez, c'est pas grave, bougez et repérez encore l'image. Et puis, vous voyez un petit peu le poumon. Et encore une belle description poétique des Français. Moi, j'aime bien, c'est pour ça que je garde. Donc, le petit dauphin qui va baigner dans la mer. D'accord? Donc, dans le liquide. Voilà. Donc, ici, on a le diaphragme. OK? On a l'épanchement. Et là, par contre, on voit une pachypleurite qui bloque un petit peu le poumon, qui n'est pas non plus normal. Alors, en image linéaire, donc ça c'est juste pour rappel, vous avez ici, c'est quoi? Très bien, la ligne pleurale. Et puis, quand on a des épanchements très très minimes, vous pouvez vraiment repérer quelques cc de liquide et vous allez même identifier la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Alors ici, c'est des pleurésies très très minimes. Donc là, vous reconnaissez maintenant très bien le diaphragme. Vous avez le foie à droite et vous avez le poumon qui n'est pas si normal. C'est une condensation. Donc familiarisez-vous un petit peu parce que le poumon viendra juste après. Et puis ici, donc, dans l'épanchement minime, en mode TM, quand le patient respire, donc c'est ça l'intérêt de l'écho, c'est l'étude dynamique. Vous avez le poumon qui vient toucher la paroi, qui s'en éloigne, qui vient, qui repart, et qui va donner le signe de la sinusoïde, qui confirme le diagnostic des pleurésies minimes, et surtout sa fluidité, c'est une pleurésie libre. Et puis sachez que vous pouvez vraiment faire des exploits, puisque vous pouvez fonctionner en toute sécurité dès que vous avez un décollement supérieur à 1,5 cm. Voilà, et des fois, vraiment, on a besoin de ce liquide pour avancer dans la prise en charge. Donc là, maintenant, vous reconnaissez bien le diaphragme, l'épanchement et le petit bout du poumon. Alors, excusez-moi, là, c'est quelle sonde ici? Linéaire, vous la reconnaissez, l'image est nette, tout est bien. Ici, c'est quelle... attendez, je vais revenir un peu... Alors, la sonde, maintenant, là, celle-là, c'est la sonde. Et vous voyez l'impact sur la paroi de la sonde. D'accord. Maintenant, des fois, quand vous êtes en face d'un échographe où il n'y a pas ces deux sondes, c'est laquelle, celle-là? Voilà, donc vous pouvez faire avec, mais ce n'est pas la meilleure non plus, c'est pour les cardios en général, mais elle peut aussi montrer les images, notamment dans les épanchements. Alors ici, c'est un épanchement, mais qu'est-ce qu'il y a comme particularité?
Oui, il est trop blanc. Donc il y a des échos à l'intérieur. Ça peut être deux situations. Soit le cas de ce patient, c'était une pleurésie purulente, soit c'est un... Voilà, soit c'est du sang, et du coup, effectivement, c'est plus échogène. Et là, cette image en lentille biconvexe, c'est effectivement les pleurésies enquistées. Donc, vous pouvez aller les ponctionner facilement sous repérage échographique. Alors, dans notre contexte, il y a les pleurésies tuberculeuses, il y a beaucoup de fibrines, et ça a tendance à cloisonner. Okay? Alors, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez votre diaphragme, et vous voyez des penchements avec des cloisons assez épaisses. Ça, c'est surtout dans la tuberculose. On peut voir bien sûr les cloisonnements dans d'autres pathologies. Elles sont beaucoup plus fines. En matière de tuberculose, ça a vite tendance à cloisonner, d'où l'intérêt de vider et de démarrer la kinésithérapie. Donc, des fois, vous pouvez avoir voilà, des images comme ça. Et là, vous pouvez par exemple repérer une poche et la vider, puis repérer une autre et la vider. C'est ça l'intérêt de l'échographie en pratique. Voilà, donc des fois c'est très très cloisonné, comme ce patient qu'on a passé en thoracoscopie. Et justement, on a débridé, et puis après on a aspiré, d'accord, et voilà, et donc c'est magnifique de coupler les deux pour les pneumologues, de faire écho et thoracoscopie médicale, c'est vraiment très très pratique pour les pleurésies. Maintenant, en pratique, quand on ponctionne, on aime bien être rassuré, parce que notre hantise, c'est quoi? C'est de toucher le poumon, de toucher le diaphragme. Alors ça, je vous propose de garder cette image en tête, de la prendre en photo. Ce sont les distances dont vous avez besoin. Premièrement, il y a la distance à la paume, donc la paroi elle-même. D'accord? Deuxièmement, et c'est la mesure la plus importante, c'est l'épaisseur de l'épanchement. Et en principe, vous allez faire 1 plus 2, et puis pour comparer avec l'aiguille ou le trocard ou autre, pour dire oui, je suis à l'aise, non, je devrais faire attention. Donc, la distance à la peau, elle est facile à mesurer. Cependant, par mesure de précaution, puisque la sonde convexe déprime la paroi, on rajoute 1 à 2 cm en fonction de la corpulence du patient. Et puis après, donc, vous allez rajouter l'épaisseur. Donc, vous allez partir de la limite interne de la paroi jusqu'au parenchyme, jusqu'à la plèvre viscérale. Ensuite, pour calculer le volume, vous aurez besoin de 3 distances. Donc, vous pouvez aussi mesurer ce qu'on appelle la hauteur sous-pulmonaire, donc entre le diaphragme et le parenchyme pulmonaire. Et enfin, l'épaisseur sous-pulmonaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis la partie interne de la paroi. C'est quoi ça? Non, le diaphragme est là. Les échos, ils sont partis. Ils se sont récoltés en bas de la cavité. C'est ce qu'on appelle le renforcement postérieur. Il y a bien matière. Donc il y a bien limite aussi. On est dans un thorax fermé. Donc là, ça vous rassure que c'est bien liquidien quand vous avez cette image de renforcement postérieur. Donc voilà, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on vient de dire. Et je ne cesserai de rappeler qu'il faut toujours repérer le diaphragme. Ensuite, bien sûr, on fait la ponction, on refait l'échographie. Et vous allez voir, d'abord le volume de l'épanchement, l'état du poumon. Quand vous avez un collapsus passif ou actif, vous doutez, est-ce qu'il s'est aéré? Surtout, qu'est-ce que vous allez regarder aussi? Donc le poumon lui-même, d'accord, et le diaphragme. Vous savez, quand vous avez un épanchement important, ça aplatit le diaphragme. Ça peut même le rendre convexe avec le mouvement paradoxal dans les formes graves, les malades en réanimation. Et donc, quand vous évacuez, vous voyez le diaphragme qui reprend sa forme et sa mobilité. Donc, quand vous doutez, c'est très important. Si vous avez le Doppler, c'est magnifique. Parce que s'il y a des échos, donc un flux, c'est que ce n'est pas une pleurésie. D'accord? Ça, c'est une petite astuce à rajouter. Et enfin, j'avais dit que le mode TM pourrait servir. Donc, quand vous avez des pleurésies, vous pouvez faire un coup de sonde en partant du haut vers le bas, rapidement et en captant l'image. Et vous allez avoir justement la pleurésie en mode TM et vous pouvez calculer le nombre d'espaces intercostaux concernés et refaire la même chose pour voir est-ce que le nombre d'espaces a diminué, ce qui vous renseignera indirectement sur le volume de l'épanchement. Enfin, sachez que quand vous travaillez sur le patient, quand vous faites un repérage, il vaut mieux avoir l'échographe à portée de main.
Donc, parce que la position peut nous permettre de mieux accéder à la pleurésie. Par exemple, là, la patiente, on avait un petit épanchement qui ne nous permettait pas de fonctionner, mais en changeant un petit peu de position, on a pu avoir assez d'espace pour mettre une aiguille facilement, tout en tenant compte de la mobilité du diaphragme pour ne pas toucher le muscle lors du geste. Voilà. Alors, ça, c'est une proposition pour évaluer l'abondance. Elle ne fait pas unanimité, mais elle peut renseigner éventuellement selon le nombre d'espaces intercostaux. Donc, quand on dépasse un petit peu les 2-3 espaces, ça devient modéré. 3-4, c'est moyen. Plus de 4, c'est abondant. Mais au fait, tout revient à l'opérateur pour évaluer et surtout comparer après l'évacuation du liquide. Donc, je pense que l'échographie, il faut aller s'entraîner. C'est l'indication principale de l'échographie. Bien sûr, elle a des limites, je ne vais pas y revenir. Dans notre contexte, les pachypleurites, les plèvres en os de sèche, les coques pleurales, l'emphysème, la peau délabrée, l'obésité, etc. Donc il y a tellement de limites que voilà. Mais en général, on s'adapte. Alors on passera à un autre examen. Alors là, c'est une... Normalement, c'est une vidéo, mais ça ne passe pas. Je pense que je devrais sortir peut-être. Juste pour garder l'image dynamique. Voilà, super. Donc là, vous voyez le petit dauphin qui nage dans la mer. Alors, le diaphragme, d'accord, le foie, on a le poumon et on voit la mobilité. Donc, c'est vraiment une pleurésie libre. Et puis, on voit le renforcement postérieur. Donc, noir avec renforcement postérieur, c'est un épanchement liquidien, donc libre, surtout que le poumon baigne dedans. Et donc là, vous bloquez, vous mesurez ce qu'on a montré tout à l'heure dans le schéma et vous ponctionnez en toute sécurité. Voilà, donc là, c'est une autre image. Regardez comment le diaphragme devient un peu aplati. Voilà, donc regardez un peu le diaphragme, comment il est aplati. Le poumon, il est condensé, il n'est pas normal. On a quelques échos, c'était une pleurésie purulente. Et puis, donc, quand vous ponctionnez, vous allez revoir l'épanchement, le poumon et le diaphragme en même temps pour voir est-ce que, voilà, ça s'améliore ou pas. Donc, vous voyez, c'est une pleurésie libre quand même et le poumon bougeant. Donc, ça, c'est pour la pleurésie. Pour le pneumothorax, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que le poumon, c'est 80% de l'air de l'organisme. Donc, c'est de l'air. Et le pneumothorax, c'est aussi de l'air. Donc, il y a des limites. Alors, quand chercher un pneumothorax, en échographie bien entendu, c'est dans les urgences vitales. Pourquoi? Parce que vous avez un patient en arrêt cardiaque. Si c'est un pneumothorax, vous l'évacuez, vous le sauvez, vous le laissez, il meurt. D'accord? Un patient à grande insuffisance respiratoire, un polytraumatisé. Quand on fait un geste invasif, une ponction, une biopsie transpariétale, transbronchique aussi, hein, quand le patient a mal, on sait qu'on a fait irruption d'air, donc il faut revérifier. Et donc avoir l'échographie à portée de main, c'est très très pratique. Devant une radiographie incertaine et pour monitorer l'évolution d'un pneumothorax. Mais je précise, contrairement à la pleurésie où j'avais dit que l'écho était même mieux que le scanner, en matière d'échographie, je dirais qu'elle complète. Remplace dans certains cas la radiographie, mais que le gold standard restera quand même le scanner. On va plus tabler sur une réponse négative que positive. Et que quand on cherchera l'air, contrairement au liquide tout à l'heure, c'est dans la déclivité, maintenant ça va être en haut, à la superficie, donc l'air monte. Alors, ça c'est très important. Il n'y a pas de pneumothorax quand il y a un glissement. Le glissement, c'est le feuillet pariétal et le feuillet viscéral, donc c'est le poumon. Très bien. On n'a pas de pneumothorax quand on voit des lignes B. Et ça a été très bien expliqué ce que c'est que les lignes B. C'est du poumon. Et puis, quand on a des signes pathologiques d'atteinte, notamment du poumon, comme la consolidation, donc la condensation de tout à l'heure, c'est du poumon. Un épanchement pleural et une image d'air, c'est un hydropneumothorax. D'accord? Ou alors une collection liquidienne à côté. Donc, vous pouvez par, en comparaison, dire ça c'est du liquide, ça c'est de l'air. Mais voilà, donc ce sont des choses qui vont nous aider à écarter le pneumothorax. Et puis, s'il y a le pouls pulmonaire, la transmission des battements du cœur vers le parenchyme pulmonaire qui va nous donner des échos répétitifs, notamment en mode TM, là vous allez vous dire, ben non, c'est le poumon qui transmet, ça ne peut pas être l'air.
Mais qu'est-ce qui peut confirmer le diagnostic? Il y a un seul signe positif, et c'est ce qu'on appelle le point poumon. C'est quoi le point poumon? C'est quand on a une partie où le pneumothorax n'est pas très abondant et où le poumon va venir buter contre la paroi. Donc il y aura de l'air, mais à un moment on verra le poumon, tel qu'il a été décrit, avec l'image du normal que vous connaissez maintenant. Je vais vous montrer l'image. Et puis en mode PM, voilà, donc vous avez, normalement c'est animé. Bon, c'est pas grave, en tout cas, vous avez... vous perdez le bord de mer, d'accord, et ce sera remplacé par le signe du code barre, d'accord, parce que vous n'aurez que des lignes A. Le A c'est l'air, vous vous rappelez. Donc c'est que des lignes horizontales qui se répètent, et ça va donner l'aspect ou l'image en code barre. Je reviens sur le point poumon, parce que c'est là où j'ai un signe positif et où je dirais oui, effectivement, j'ai de l'air. Alors le point poumon, c'est ça. Au fait, vous cherchez, et l'air monte, donc vous remontez en surface. Et si vous tombez sur le point, ici, où le poumon, en respirant, viendra toucher la paroi, parce que l'écho détecte ce qu'il y a en superficie. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez le code barre, d'accord? Mais quand le poumon touche, vous aurez le bord de mer, d'accord? Le signe du rivage. Donc, poumon normal, code barre. Poumon normal, code barre. C'est ça, le signe qui va nous dire que effectivement, c'est un pneumothorax. Donc, c'est le point poumon. Voilà. Donc, pour faire simple en matière de pneumothorax, on part sur des artefacts. Si vous avez des lignes A, c'est de l'air, donc on doute. Si vous avez un point poumon, yes, c'est un pneumothorax. Si vous avez des lignes B, c'est le poumon, ce n'est pas un pneumothorax. Pareil, si vous avez des images de condensation ou autre, donc ce n'est pas un pneumothorax. Dans les autres cas, vous ne pouvez pas trancher, aller sur un scanner thoracique. Voilà. Et puis, il y a la situation où vous aurez l'hydropneumothorax. Alors, je vais vous proposer de faire une image mentale. Tournez cette image. Et rappelez-vous que c'est l'inverse en radio. Le liquide sera blanc et l'air sera noir. Et qu'est-ce que vous aurez? L'image, voilà, et l'image hydroaérique. Donc, vous allez avoir l'image de l'hydropneumothorax que vous connaissez tous. Donc, vous avez cette rupture brutale entre le liquide et l'air. Et ça vous rappelle la fameuse image hydroaérique. Voilà, donc ça c'est... Je pense qu'il faut juste laisser un peu de temps. Il faut enlever le laser. Ah, il faut que j'enlève à chaque fois. Il faut enlever le laser et déclencher la vidéo. Donc j'enlève le compteur. Et vous déclenchez la vidéo sur Je vois juste qu'il est un peu ralenti. C'est bon ça? C'est bon. Ah, super. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez une partie au fait qui glisse et une partie où vous avez de l'air sans glissement. Ça, c'était un patient qui avait un pneumothorax apical après une biopsie transpariétale. D'accord? Donc là où ça glisse, il n'y a rien. J'ai fait une petite réaction liquidienne, toute petite, minime. D'ailleurs, c'est une sonde superficielle parce qu'on a été chercher vraiment en haut. D'accord? Et comme c'était minime, on avait besoin de la sonde superficielle. Voilà. Donc, on a vu la plèvre, donc la pleurésie, le pneumothorax, et maintenant, on va passer au parenchyme pulmonaire. La consolidation touche la paroi le plus souvent. Donc, c'est pour ça que l'échographie est intéressante. Et c'est l'exemple type où on peut alléger le dossier. Au lieu de faire toutes les radios qu'on fait d'habitude, on peut s'aider de l'échographie dans l'évolution. Alors, c'est cette image un peu bizarre, un peu bigarrée qu'on va essayer de décortiquer. Au fait, c'est quoi le syndrome alvéolaire en échographie? D'abord, on va perdre la ligne pleuropulmonaire qui va devenir hachée, irrégulière jusqu'à la perdre complètement. On aura une structure qui est très hétérogène et pour cause. On aura un bronchogramme liquidien. C'est lui qui est pathognomonique en matière d'écho. C'est pas comme la radiographie standard. Et on aura un bronchogramme aérique. Juste pour rappel pour les pneumologues, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude, le bronchogramme hydrique sera noir et le bronchogramme aérique sera blanc. Et puis les angles de raccordement se font de façon aiguë
On a des limites irrégulières en marche d'escalier, une trop belle image postérieure, et le glissement reste conservé quand vous avez un petit bout de la ligne pleurale. Donc voilà, on va essayer de mieux comprendre ce que c'est. Regardez la ligne pleurale, comment elle a été hachée, perdue et tout. Mais le petit bout que vous verrez, il sera mobile. On a les raccords à angle droit avec les marches d'escalier. D'accord? On a des limites très irrégulières. Et on a, comme c'est du liquide, c'est un exsudat. D'accord? Alvéolaire, puis bronchiolaire, qui donne l'image alvéolaire typique en radio, c'est la même chose. Donc on aura un renforcement postérieur qu'on appelle ici en condensation, encore à la française, assez poétique, la trop belle image postérieure. Et puis, comme j'ai dit, pour les bronchogrammes, donc là par exemple, vous avez une paroi bronchique épaissie par l'inflammation et un contenu noir, liquidien, d'accord? Ça c'est le bronchogramme liquidien. Et puis vous aurez des images comme ça, à contenu blanc, c'est de l'air. Qu'est-ce qui est mieux, c'est d'avoir du blanc ou du noir? Du blanc, parce qu'on veut aérer, d'accord? On veut que l'exsudat se résorbe. Et du coup, regardez, l'écho est magnifique pour le suivi. On a beaucoup de noir ici, l'exsudat, le liquide, et après antibiothérapie, on a du blanc qui réapparaît, et ça veut dire qu'on est en train d'aérer la condensation. D'accord? Alors, bien sûr, on a les images, des fois, souvent on a une pleuropneumopathie, donc on évalue également par la même occasion le liquide. Alors, je ne pense pas rentrer trop dans les détails. Après, on a des profils en fonction de la prédominance des lignes A, B, etc. Ça peut nous orienter. Des fois, on peut dire, surtout si on a un contexte clinique, bien entendu, est-ce que c'est un profil d'embolie? Est-ce que c'est un profil d'OAP? Est-ce que c'est un profil de BPCO? Mais ça reste quand même des choses que je dirais de niveau 2 qu'il faut apprendre au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Voilà, donc enfin, un syndrome important. C'est le syndrome interstitiel. Comme dans la radiographie standard, l'écho, elle fait aussi bien que la radio. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le syndrome interstitiel? Alors, je pense que ça a été dit tout à l'heure. On a des lignes B. Oui, c'est possible d'en avoir. D'accord? Mais on en a 3 par champ pulmonaire. Le champ pulmonaire, il faut absolument qu'on soit entre les deux côtes. On ne peut pas s'affranchir des côtes. Quand vous voulez calculer sur un champ pulmonaire, c'est entre deux côtes avec une sonde à la verticale. Là, vous pouvez avoir 3 lignes. Mais au-delà de 3 lignes, on se dit qu'il y a un syndrome interstitiel possible. Si vous avez un patient qui pourrait avoir un syndrome interstitiel, soit qu'il y a une PID connue, soit il y a un autre exemple, les patients cardiaques qui font les subo-AP et qui vont épaissir un petit peu leur interstitium et qui auront des réticulations sur leur scanner, eh bien, vous allez trouver également des lignes B exagérées. Ce qui est aussi pratique des fois, c'est que quand ils feront une poussée, un OAP, un véritable OAP, ils vont exagérer les lignes B. Vous pouvez donner des diurétiques, reprendre le patient et vous allez voir que vous l'avez dégorgé. Vous avez vidé ce liquide après les diurétiques. Et donc, voilà, donc le syndrome interstitiel, puisqu'il y a trop de lignes B, il y a également l'irrégularité de la surface pulmonaire avec un aspect mité. On a des interruptions qui vont être très fréquentes, donc ce qui donne cet aspect un peu haché de la surface pulmonaire. Donc, ça permet surtout, dans l'urgence, de porter, dans certains cas, le diagnostic d'œdème pulmonaire et de faire le suivi. Et puis, quand il y a des lignes B, il n'y a pas de pneumothorax. C'est important. Donc, au final, en matière de poumons et de plèvres, on a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité en matière d'échographie thoracique. Là, vous voyez la comparaison par rapport au scanner. Et puis, j'arrive à quelque chose qui me passionne, c'est le diaphragme. Parce que vraiment, le diaphragme est un muscle qu'on oublie, qu'on n'étudie pas trop. Et pourtant, c'est ce qui nous tient en vie. Donc, l'échographie, elle est sous-employée, mais maintenant, elle commence à trouver de plus en plus de place. D'abord, ce qu'on va voir, c'est l'aspect du diaphragme qu'on connaît tous. On parle bien de coupole, donc l'aspect convexe. Il peut devenir aplati, comme dans les pleurésies abondantes par exemple. Il peut même devenir concave, et ça c'est un signe de gravité extrême. Il faut rapidement le remettre dans sa forme initiale. Et puis ça nous permet de faire le suivi de la forme du muscle déjà.
Et puis, on peut également voir le mouvement. La course diaphragmatique, c'est ce qui va nous rassurer. Alors, d'abord, on étudie la forme, la mobilité, mais on doit aussi étudier l'épaisseur. C'est un muscle. Et nous, pneumologues, on sait que dans certaines pathologies, je citerai ne serait-ce que la BPCO, un sujet maigre est un sujet de mauvais pronostic. Et sa mortalité elle est beaucoup plus élevée qu'un sujet de corpulence normale. Si mon patient perd en IMC, en diamètre du bras, de la cuisse, etc., ça voudrait dire que même son muscle diaphragmatique est devenu maigre et faible. Donc ça peut vraiment être un outil de mesurer un muscle important. Donc qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais essayer de mesurer l'épaisseur du muscle dans sa zone d'appositionnement. Le professeur Bad vous a parlé de la zone de jonction, sa jonction thoraco-abdominale, mais c'est là où s'insère le diaphragme. Et vous pouvez le repérer, mieux par une sonde superficielle, mais aussi par la sonde, on peut faire avec les autres, la zone d'appositionnement. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait des mesures qu'il faut faire, mais tout en tenant compte que lorsqu'on inspire, le diaphragme se contracte. Donc, il va s'épaissir, comme n'importe quel muscle, ok? Et quand on veut expirer, il se relâche, d'accord? Donc, il y aura des changements qui doivent dépasser les 20%. Je ne sais pas si ça s'appelle. Voilà. Alors, normalement, c'est une vidéo aussi. Donc, juste pour vous dire que déjà dans l'image normale, vous allez pratiquer d'ailleurs tout à l'heure, vous allez voir ce qu'on appelle la course diaphragmatique. Quand vous voyez un diaphragme qui se balance, qui fait 2, 3, 4, 5 espaces, donc vous êtes plutôt tranquille, vous n'avez même pas besoin de mesurer. Mais quand vous avez, donc vous voyez qu'on a le signe du rideau, le poumon qui vient couvrir les éléments sous-diaphragmatiques et repartir, d'accord? Donc les anglophones appellent aussi le curtain line, c'est comme le fameux rideau, quand vous l'enlevez comme ça et vous le relâchez. Donc là, et à partir de ce mouvement-là, bah, c'est le diaphragme qui fait ce mouvement. C'est le diaphragme qui se contracte et qui tire le poumon. Donc vous allez calculer la course diaphragmatique. Et puis, en sonde superficielle, l'image est beaucoup plus nette. Vous voyez, là c'est la surface pleurale. Quand je me rapproche, je ne vois pas très bien. Et là, regardez, c'est le muscle diaphragmatique. Et on voit à peu près 3 feuillets, 2, 3 feuillets, d'accord? Et puis, on va mesurer, j'y suis, madame. Oui, alors sinon je me rapproche et j'utilise le pointeur, parce que quand je mets le pointeur, je perds la vidéo. C'est pour faire un champ. Donc, du coup, on le voit s'épaissir et s'amincir. Donc, à chaque fois qu'il fait la course diaphragmatique, et en même temps, je mesurerai la course diaphragmatique en prenant les points à l'inspiration et à l'expiration. Donc, voilà. Après, en mode TM, je peux soit mettre la sonde en sous-costal, soit quand je suis derrière le patient, mais il faut juste se rappeler où je suis. Parce que si je suis là, d'accord, je mets ma sonde en sous-costal, le patient, quand il va inspirer, le diaphragme, il va venir chez moi, d'accord? Et quand il va expirer, il va s'en éloigner, ce qui va donner comme l'image de la sinusoïde de tout à l'heure, et je vais mesurer l'amplitude avec plus de précision cette fois-ci, de la course diaphragmatique, mais c'est difficile chez les sujets un peu corpulents. Quand le sujet est maigre, c'est beaucoup plus simple. Dès que vous mettez la sonde, vous êtes content, mais chez les autres, c'est un peu compliqué. Et puis, vous aurez donc le mode TR, donc vous avez une image dynamique, instantanée, ce qui est très intéressant. Alors, l'amplitude, ça vous le savez, la course diaphragmatique, elle est au minimum de 2 cm et va aller jusqu'à 10 cm en inspiration profonde. Mais le mieux, c'est de comparer les deux côtés. D'accord? Quand on a une différence qui est moins de 50%, ça reste toujours dans la normalité. Mais quand vous avez une discordance entre la droite et la gauche qui dépasse les 50%, genre à droite il fait 10 cm en inspiration forcée et à gauche il fera 3 cm, c'est pas bon. Donc là, allez explorer l'autre côté, il y a un problème qui se passe là-bas. Voilà. Donc il faut retenir ceci. Il y a des chiffres proposés, mais le diaphragme, honnêtement, il reste encore sous-exploité et je pense que nos amis radiologues devraient le développer un peu plus quand même. Parce que moi, c'est un muscle qui me paraît très important et je pense que vous n'allez pas me contredire.
Donc, voilà. Alors, en tout cas, je pense que c'était la dernière des choses. Il y avait juste des études concernant les BPCO. Oui, autre chose. Quand vous avez un malade intubé et ventilé et qu'on veut l'extuber, faites l'échographie. Si la course diaphragmatique elle est bonne, justement l'étude c'est ce qu'elle montrait, c'est que le sevrage est plus réussi et que la mortalité elle est beaucoup plus faible. Mais si vous doutez, sincèrement, ce serait un mauvais moment pour extuber ces malades. Il y a également l'intérêt dans les pathologies neuromusculaires. Tout à fait. C'est pour ça que je disais les maladies qui touchent le diaphragme, je pensais parce que vous vous en faites pas mal. Ben oui, on nous envoie les patients pour détecter l'atteinte respiratoire et surtout diaphragmatique. Et on sait que les myopathes et tout, voilà, quand le diaphragme est touché, malheureusement, voilà, on se prépare aux complications. Tout à fait. Voilà, donc c'était ça. Bon, il y avait des propositions de mesures, mais voilà, c'était surtout ça. Alors, en fait, non, c'était juste la conclusion pour ne pas trop vous retenir. La conclusion, c'était quoi? C'était qu'à la base, on est de bons cliniciens. Ça, moi, j'y tiens. Ensuite, la radio et l'examen qui, pour moi, fait partie de la clinique, ok, mais qui a beaucoup de limites. Que le gold standard reste le scanner thoracique, mais il y a des rendez-vous, un déplacement, un coût, une irradiation. Donc, du coup, on a quelque chose à portée de main qu'on peut déplacer au patient et puis faire des examens répétitifs, non irradiants, pas compliqués. Donc, pour moi, l'échographie peut vraiment aider le patient, aider le médecin dans la prise en charge de ses patients. Et je vous remercie. Donc, on passera à la pratique. Donc, au fait, la pratique, on aura 2 stations. J'invite tout le monde à passer. Et en même temps, on va essayer de transmettre les images, de transférer les images sur le data show. Voilà. C'est plus temps réel, moins de complications pour fonctionner les épanchements tout petit. Également les ponctions, si vous voulez ponctionner les masses qui sont périphériques. Là, vous pouvez également, sans faire de scanner, les ponctionner sous échographie. C'est sous échographie. Là, c'est un autre intérêt. L'autre intérêt, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, c'est vous avez également les fractures postales. Des fois, on n'arrive même pas à les voir en radio standard, on peut les voir grâce au son luminaire, justement. Parfois, les patients aperçus, même en scanner. Même en scanner, on peut voir les fractures postales, les fractures sternales également. Donc, tout ça, on peut le faire dans l'échographie si on s'entraîne assez souvent. Alors, juste pour un rappel, en matière de pleurésie, les recommandations britanniques, la BTS, recommande de faire l'écho avant de ponctionner systématiquement, c'est une recommandation, alors que les autres sociétés disent que c'est préférable quand l'aspect n'est pas typique, pas systématiquement dans toutes les pleurésies, parce que bon, quand le tableau est très parlant, la radio est très parlante, je pense qu'on peut se passer des coups, mais voilà, juste pour citer les recommandations. C'est l'examen avec la partie complexe. Vous retrouvez, voilà. C'est le domaine gynécologue, l'obstétrique, cardiaque, urologie, et bien sûr clinique, il faut moi. Si vous voulez aussi utiliser la partie linéaire, vous allez trouver thyroïde, vasculaire, carotide. Donc maintenant on va commencer l'atelier avec notre professeur Val. أنا وكروني كنت معكم.
Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'échographie? Alors, s'il vous plaît, juste pour voir ce que fait notre ami. Donc, c'est une sonde. C'est une sonde convexe, donc on va aller en profondeur. Vous voyez l'empreinte sur la peau. Et puis après, vous avez les images en chauve-souris, d'accord? Donc, chaque fois que vous avez la cote, donc point de nombre noir, parce que ça bloque tout, d'accord? Ensuite, le poumon. Et qu'est-ce que vous reconnaissez? La première ligne, c'est? Très bien, il faut vérifier le signe dynamique. Est-ce qu'elle bouge? Et là, vous pouvez jouer sur la profondeur, si vous voulez vous rapprocher. Essayez s'il te plaît de bloquer pour voir la ligne et voir le glissement. Alors, on voit bien, c'est une belle image, on voit bien les deux feuillets et on voit le glissement. Elle ne bouge pas, c'est le poumon qui respire. D'accord? Donc Ryan, j'ai bien envie. Ensuite, les réverbérations de l'air. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est très bien. Et comme c'est un jeune, vous aurez peu de chances d'avoir des lignes B. Surtout qu'elle est, bon, elle est descendue en bas, mais...
Elle a changé de son, vous avez vu. Ça va être plus précis maintenant. Et on va essayer de chercher la zone de jonction thoraco-abdominale. Essayez de descendre tous les gens. Vous voyez, essayez de me bouger ici. Regardez le glissement ici, c'est magnifique. Regardez l'image du glissement. D'accord. Essayez de descendre plus bas pour chercher la jonction thoraco-abdominale. Convexe. Donc là, c'est la coupe en fait longitudinale. Vous devez mettre la coupe intercostale. Voilà. Là, vous voyez le glissement pleural. Vous le voyez ici ce scintillement. Vous le voyez, hyperandrogène. Avec quelques lignes B. C'est pas pathologique. On a dit tout à l'heure qu'on peut avoir moins de 3 lignes pleurales. Donc, notre paramètre, c'est notre notion, c'est qu'il ne doit pas être très très épaisse. Donc, là, on est au niveau des bases, donc c'est normal d'avoir des lignes. Donc on a vu la coupe longitudinale, la coupe اسمعني دابا كنسمعك مزيان ها اسمعني دابا donc les signes de normalité, on les a vus. Donc ligne A, avec quelques C, on a vu la chauve-souris. Il faut peut-être revoir, c'est le diaphragme, pour le voir aussi. Changer, il faut switcher. Sinon, vous descendez avec la sonde. Le revers jet, on peut comme ça. Et vous mettez du tiers à la sonde pour la maîtrise. C'est des frises. Vous voyez, après, on va voir le muscle diaphragmatique de la vache milliard, on va utiliser la zone d'apposition. Alors, descends, descends, descends. Tu viens de la passer. On voit le muscle ici. Et on voit quand il s'épaissit et quand il se détend. Vous pouvez switcher sur la sorte. Donc ça, vous allez le voir ensuite. Pardon, les icônes qui sont en bas, pour dire est-ce que c'est. Là, avant, là, lorsqu'on presse avec la sonde, il y a une option biopsie, option. Ça, c'est pour la sonde. Si jamais on veut faire une biopsie, c'est pour la distance. Voilà. Focus on dynamic biopsie. Donc c'est. Alors, oui, ça c'est des paramètres. Alors, C'est le réglage en fait. dès que c'est la profondeur, d'accord. Vous avez le gain, est-ce que c'est plus blanc, plus noir, d'accord. Surtout chez les sujets obèses, des fois il faut des réglages. Alors oui, bien sûr, ça c'est pour la biopsie. Le focus, quand vous voulez vraiment avoir une image nette sur une ligne précise, donc vous allez mettre focus sur cette ligne-là, d'accord. Voilà. Freeze, c'est pour bloquer l'image. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est quand vous prenez des vidéos, il y a toujours des séquences. Là, les notes harmoniques. Oui. Alors, le color, donc BM, ça c'est les modes, et puis le P2V, PTI, c'est pour le Doppler, les Doppler. Le focus, par exemple, si on veut examiner la partie superficielle, par exemple, si on a une lésion, on va dire paritale, on va remonter le focus.
Si on a une lésion de condensation parenchymateuse pulmonaire qui est profonde, on va diminuer, comme ça on aura une meilleure résolution là où on peut, en fonction de la profondeur. Augmenter la profondeur, c'est autre chose. Alors le focus, on voit d'être la flèche qui est dynamique. Vous voyez la flèche? Ouais, voilà. Donc quand tu veux viser un point précis, comme elle a dit en haut, dans la condensation, tu le descends vers la cible. On va le prendre. Juste localiser le fracture. Donc là, on va essayer de voir le diaphragme. On l'a dit tout à l'heure, on va utiliser une coupe qui est longitudinale, pas axiale comme ça, plutôt longitudinale. Donc on va essayer de le repérer. Voilà. Sur cette coupe ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, là, plus on monte vers le haut. Là, vous voyez le rame déjà, qui est noir, le foie, et ce qui est hyperéchogène en bas, vous voyez, ça c'est le diaphragme. Voilà, qui est blanc. D'accord? C'est postérieur. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Vous avez voilà. Vous avez cette force de diaphragme. Ce qui est blanc, c'est la cervicale inférieure. Et sur cette partie également, vous avez les On peut mettre le dos. Et voilà. Vous avez également une cavité cardiaque. Vous voyez ici les cavités, c'est une petite cavité. On va rechercher également un épanchement péricardique. Vous pouvez même rechercher d'autres anomalies au niveau si vous avez. Voilà, grossièrement, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voyez le rame déjà, qui est noir, le foie, et ce qui est hyperéchogène en bas, vous voyez, ça c'est le diaphragme. Voilà, qui est blanc. D'accord? Postérieur. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Vous avez voilà. Vous avez cette force de diaphragme. Ce qui est blanc, c'est la cervicale inférieure. Et sur cette partie également, vous avez les On peut mettre le dos. Et voilà. Vous avez également une cavité cardiaque. Vous voyez ici les cavités, c'est une petite cavité. On va rechercher également un épanchement péricardique. Vous pouvez même rechercher d'autres anomalies au niveau si vous avez. Voilà, grossièrement, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.